de la candidature de M. Retailleau. Donc il y a des chances que nous votions contre ce texte. Mais en l'état, si le texte était resté le même au Sénat, nous verrons bien cela au mois de mars, enfin avril, nous nous serions abstenus. Notre invité politique ce matin, c'est le vice-président délégué des Républicains. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane. Guillaume Pelletier, les députés doivent se prononcer cet après-midi sur la loi séparatisme. Est-ce que vous voterez le texte ? Non. Il y a des bonnes intentions. L'extrait qu'on vient d'entendre de M. Caner a été sur cette partie-là juste, sur les certificats de virginité, sur la réaffirmation de principes républicains. Mais la question qui fut posée par le président de la République n'est pas celle-ci. Et la réponse qu'attendent nos compatriotes n'est pas celle-là. Les Français, et nous avec eux, nous voulons nommer l'ennemi. L'ennemi, c'est l'islam politique, qui, dans nos quartiers, dans nos écoles, s'en prend régulièrement à ce qui fonde l'art de vivre à la française, nos modes de vie, nos traditions et notre culture. Et chacun comprend bien qu'au-delà des effets d'annonce et de quelques articles intéressants, les mots ne sont pas posés, et la sémantique ça compte, et qu'il y a trois grands oubliés. La question de la laïcité, qui est une question fondamentale. Cette loi ne permettra pas, par exemple, d'empêcher des petites filles de porter le voile dans la rue. Nous pensons que la laïcité doit s'imposer partout et pour tous et que nul ne peut s'exonérer de la loi commune au nom de sa religion, et ce principe est hélas oublié. Il n'y a rien sur la question centrale de l'immigration. Croire qu'on peut régler la question de l'islam politique sans s'attaquer à la question de l'immigration, puisque chacun voit bien que l'immigration massive conduit à la concentration des populations, qui conduit au communautarisme, qui conduit à l'islamisme. Cette loi ne permettra pas, par exemple, d'expulser plus facilement les fichiers S, ne s'attaque pas à la question des prisons. Et enfin, plus subtil peut-être, mais tout aussi important, cette loi ne s'attaque pas à la perte de souveraineté juridique de la France. On se souvient que la CEDH, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, en 2018, a condamné la France parce que la France voulait expulser un terroriste algérien. On entend encore récemment du Conseil d'État à la défenseur des droits des propos d'entités administratives soi-disant indépendantes qui ne rendent compte ni au Parlement ni au peuple français, des propos qui vont à l'encontre de ce qui fonde le droit premier d'un peuple à pouvoir se protéger et se préserver. Et pour ces raisons, non pas de posture, parce que nous avons tout fait avec les Républicains, à travers nos amendements, notre contre-projet, nos propositions pour améliorer ce texte. Et la quasi-totalité de nos propositions ont été rejetées. La montagne n'a même pas accouché d'une souris, c'est un tout petit mulot. Et les Français voient bien que la guerre que nous devons mener et gagner, eh bien, elle n'est pas au rendez-vous. Et donc, c'est une occasion manquée, c'est un rendez-vous raté. Du coup, vous voterez pas pour, on a bien compris, vous voterez contre, vous abstiendrez ? Contre, pour ma part. Oui. Et ça sera la position de votre groupe ? A priori, on va se réunir en fin de matinée. En tout cas, la semaine dernière, lors de la précédente réunion de groupe, à 90% des députés des Républicains, nous étions sur cette ligne. Vous attendez, si je vous ai bien compris, vous attendiez quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Le résultat est étriqué par rapport à ce que vous attendiez ou ce que les Français attendent. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un certain nombre de points que vous venez d'évoquer ne puissent pas faire l'objet d'autres lois à l'avenir ? Oui, mais rappelez-vous, vous avez raison. Cette base-là, elle ne vous suffit pas du tout, en fait. Là, vous avez raison. Dans un monde idéal où tout irait presque bien, qu'on prenne le temps, et encore beaucoup de temps, très bien. Mais moi, je n'oublie pas que le président de la République, dès sa campagne présidentielle, a posé des mots très forts sur le sujet. Et a promis, à l'occasion d'innombrables discours, le grand rendez-vous de son quinquennat pour lutter contre l'islam politique. Lui et sa majorité n'ont même pas osé nommer l'ennemi. Quelle ambiguïté! Comme si les catholiques, les juifs, les protestants menaçaient la République. Moi, je crois que le rôle d'un responsable politique, c'est d'être courageux et de dire la vérité. Et que nous n'avons pas le temps. Et qu'Emmanuel Macron n'a pas été courageux sur ce texte ? Lui et sa majorité ont beaucoup bavardé, beaucoup promis,
est très peu tenu. Et le rôle, notre rôle, mon rôle, c'est de dire aux Français, cette guerre que nous devons mener et que nous voulons gagner et que nous gagnerons, si nous voulons le faire, il faut le dire avec force et poser des actes clairs. Quand j'entends, dans une pitoyable tentative de diversion, M. Castaner dire que Mme Le Pen est l'ennemi de la République. Mme Le Pen est une adversaire politique dont on combat les excès, les postures et des solutions très souvent inopérantes. Mais qui est l'ennemi de la République? Ce sont les terroristes, les islamistes, les salafistes, les communautaristes. Ce sont ceux qui ont tué près de 500 Français en France et dans le monde ces 20 dernières années. Ce sont ceux qui s'en prennent à nos soldats au Mali, 55 morts. Ce sont ceux qui s'en prennent aux professeurs de la République. Ce sont ceux qui, dans nos écoles, dans nos piscines, revendiquent des pratiques communautaires contraires à la tradition française. Mais qu'est-ce que vous nous dites? Ils sont là, les ennemis de la République. Que la majorité se trompe d'ennemis, c'est ça? Ah, clairement. C'est-à-dire que, en tout cas, il y a une tentative permanente de double jeu. C'est même plus le en même temps, c'est le double jeu. On fait semblant d'entendre et de comprendre les Français. On multiplie un certain nombre de discours, parfois d'ailleurs aboutis et auxquels j'adhère. Et lorsqu'il s'agit de passer aux actes, eh bien, les actes ne sont pas au rendez-vous. Et je le regrette parce que on est presque à la fin de ce quinquennat. Et le grand combat que nous devons mener contre l'islam politique, eh bien, nous ne disposons pas, à l'heure où nous parlons, et certainement pas avec cette loi, des armes pour la gagner. Un mot, peut-être, est-ce qu'on peut revenir sur j'imagine que vous avez regardé le débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en avez pensé, rapidement? Je suis un passionné de la chose publique et donc du débat politique. J'ai trouvé qu'on était, là encore, dans l'artifice ou la communication. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse... Dans le double jeu que vous venez d'évoquer, encore une fois? Oui, vous voyez, on a... La preuve, ça a fait la une de l'actualité pendant plusieurs jours. On a un ministre de l'Intérieur qui accuse Mme Le Pen d'être trop molle. On a 2 jours après un ancien ministre de l'Intérieur qui accuse Mme Le Pen d'être une ennemie de la République. Enfin, tout ça, c'est du cynisme politique, c'est de la petite phrase inintéressante. Et qui dit d'ailleurs que Marine Le Pen est là où elle est, en partie à cause de l'affaiblissement des Républicains. Oui, alors il est sympathique, Monsieur Castaner. Il a été ministre de l'Intérieur. On regarde son bilan. Moi, je n'ai pas été ministre. Je suis un jeune député. Et ce qui est certain, c'est que le seul, ces 40 dernières années, qui a été capable de faire reculer le Front National, pas pour faire reculer le Front National, mais pour convaincre ces Français que nous devons écouter et comprendre, qui s'inquiètent et qui sont en colère, il s'appelle Nicolas Sarkozy, qui en 2007 a fait que M. Le Pen avait à peine atteint 10% à l'élection présidentielle. Parce que la grande erreur de la classe politique, de la pensée unique du politiquement correct à l'égard du Rassemblement national, c'est de jeter des postures morales. La question n'est pas là. La question pour nous, c'est de dire aux Français et à ceux qui sont tentés par le vote Rassemblement national, nous comprenons votre colère. Et vous vous trompez de choix, mais nous allons, nous, apporter des solutions concrètes. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui, par exemple, qu'il y ait 4111 fichiers au fichier FSPRT pour terrorisme et que ces gens-là continuent à vivre librement sur le sol national et ne soient pas expulsés? Non, ça n'est pas normal. Est-ce qu'il est logique qu'il n'y ait plus d'écart en France entre les revenus du travail et le revenu de l'assistanat? Non, ça n'est pas normal. Et c'est à ces problèmes-là que nous devons répondre. C'est ça la noblesse de la politique. C'est pas les petites phrases, c'est pas les artifices de communication, c'est pas faire semblant d'inventer des ennemis tous les matins et tous les soirs. Le véritable ennemi qui nous menace aujourd'hui, qui menace qui fonde la communauté nationale, qui menace tous les Français et qui menace les Français musulmans, cet ennemi, c'est l'islam politique. Ce sont les islamistes. On va continuer à parler de l'actualité. Vous parliez de la défenseure des droits tout à l'heure, Claire Hédon, qui souhaite créer des zones sans contrôle d'identité parce qu'elle dit que dans certains quartiers, pour certains jeunes, ça devient insupportable. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Mais quand je lis ça, quand je découvre ça, je me dis, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais les élites qui nous gouvernent, ces gens qui ont d'immenses responsabilités confiées par les Français, défenseurs des droits, je rappelle, c'est une fonction éminente qui partait d'une bonne intention en 2008, rassembler la haute autorité contre les discriminations, etc. Bon. Donc ces gens prennent la parole pour, enfermer dans leur microcosme et leur tour d'ivoire, dire n'importe quoi. C'est doublement gravissime. C'est grave
parce que c'est faire croire qu'il y aurait une rupture d'égalité entre tous les Français, et c'est faire croire que la solution, ce serait aujourd'hui de ne plus avoir de contrôle d'identité, demain, pourquoi ne pas avoir des quartiers sans policiers. Enfin, on voit bien ce sont des gens totalement déconnectés du réel. Et ce qui tue le débat public français, c'est la pensée unique, le politiquement correct et le grand n'importe quoi. Le peuple français n'est pas un peuple excessif. Le peuple français est un peuple épris de justice et de bon sens. Et donc sur ce sujet des contrôles d'identité et du soutien à nos forces de l'ordre, nous devons dire, répéter, rappeler et faire que dans tous les quartiers de la République, dans tous les territoires français, la loi s'applique partout et pour tous de la même manière. Ce qu'a dit Gérald Darmanin hier soir à Poissy, que la police devait être partout, il a eu raison de le rappeler. Ah oui, ça de manière incontestable. Mais souvent quand Gérald Darmanin parle, il a raison. Ce que nous lui reprochons, ce sont les actes, c'est son bilan. Est-ce qu'avec lui, l'insécurité recule? Non. Est-ce qu'avec lui, les policiers et nos gendarmes sont mieux protégés et moins pris à partie? Non. Est-ce que l'immigration recule? Non. Donc la politique, c'est être jugé sur ses actes et sur son bilan. Est-ce que les policiers sont moins protégés, moins pris à partie? Non, vous dites, avec Gérald Darmanin aux commandes, Christophe Castaner, j'imagine qu'à vos yeux, c'était pas mieux. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire de plus, outre le fait qu'ils ont quand même recruté beaucoup de policiers et de gendarmes au cours de ce quinquennat? Moi, je pense que le grand problème en France, on le sait, sur les questions de sécurité et de justice, c'est que globalement, et tout le monde le reconnaît, nos policiers et nos gendarmes, héros valeureux du quotidien, font un travail remarquable, identifient, mènent des enquêtes, interpellent, mais que la justice ne suit pas. Et quand on sait que Mme Taubira et M. Hollande, puis M. Macron, qui ne l'a pas rétabli, ont supprimé les peines planchées contre les récidivistes, les tribunaux correctionnels pour les mineurs, quand on entend les propos de la défenseure des droits, il y a, de la part de la classe politique, un angélisme, une naïveté. C'est la classe politique qui crée ce sentiment d'impunité. Ce que nous proposons... C'est ça pour vous le point clé pour mieux protéger les policiers et les gendarmes sur le terrain, ceux qui sont victimes d'agressions aujourd'hui? Je pense que c'est la sanction immédiate. Il faudrait deux choses. Ça suffirait? Alors, non, deux choses. Quelle est la deuxième? Premièrement, sanction immédiate pour tout délit. La théorie du carreau cassé qu'avait popularisé le maire de New York. Au moindre petit délit, une sanction d'intérêt général, une sanction effective, premièrement. C'est ce que propose Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Tu casses, tu répares. Oui, ce qu'il propose, c'est sa formule en fait. C'est bien de proposer, mais il est ministre, lui, donc qu'il agisse. Nous le proposons depuis longtemps et nous l'avions même mis en œuvre entre 2007 et 2012. Et deuxièmement, je vais un peu plus loin, pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet, je crois que la France s'honorerait et trouverait une solution pérenne à cette problématique en créant dans chaque département français un centre éducatif fermé à encadrement militaire pour arracher pour arracher de nos classes, de nos quartiers, les infimes minorités qui pénalisent toute une population. À Poissy, ces dernières heures, à travers les vôtres et ceux de vos collègues, les reportages, on voyait bien que ce sont 20, 30, 40 jeunes qui épuisent tout un quartier, toute une ville populaire. Et ces gens-là n'ont plus leur place dans le quartier à partir du moment où ils récidivent. Et donc il faut les arracher, les rééduquer et leur rappeler qu'en France, il y a des droits, certes, mais avant d'avoir des droits et d'en revendiquer, il y a des devoirs. Un centre éducatif fermé par département, encadré par des militaires. Oui. On va parler de la crise sanitaire, Stéphane. On va parler de la crise sanitaire et des variants. Ils bouleversent la donne dans certains territoires. Est-ce que le gouvernement a eu raison de ne pas reconfiner ces territoires-là, ceux qui sont les plus touchés, comme par exemple le Grand Est en ce moment? Alors, gérer et affronter une telle crise, c'est forcément difficile. Et donc, loin de nous l'idée de nous en prendre par principe, parce que nous serions un mouvement d'opposition au gouvernement. Ce que nous avons décidé de faire avec Christian Jacob, Damien Abad, Bruno Retailleau, systématiquement, quotidiennement, c'est d'apporter des pistes d'amélioration, puisque les Républicains sont le premier parti des territoires. C'est-à-dire qu'avec nos maires, nos présidents de département, nos présidents de région, nous sommes au contact quotidien et régulier avec les Français. Et ce qui me marque le plus, à travers d'ailleurs votre question tout à fait légitime, c'est un gouvernement déconnecté du réel et qui a décidé, pour gérer cette crise inédite et très complexe, de faire appel à des experts ou des ministres décidant tout depuis Paris. Et qui sont souvent pas d'accord entre eux. En plus. Et donc ça ne peut pas marcher. Quand on entend les élus de Moselle
quand on entend les propositions ces derniers jours du maire de Dunkerque, quand on voit les volontés à Issoudun, avec un maire socialiste, à Perpignan, avec un maire du Rassemblement national, on voit bien, et vous voyez, ça transcende les partis politiques, que les élus locaux appréhendent avec beaucoup plus de précision la réalité d'un territoire. Il est des territoires où nous devons être beaucoup plus stricts et rigoureux compte tenu de la propagation du virus et des variants, et d'autres adaptés, plus ruraux par exemple, où on peut sans doute redonner un peu d'oxygène. Et l'application stricte de décisions nationales qui s'appliquent partout en période de crise sur la question sanitaire à tout le monde de manière aveugle, ça n'est pas la solution. Donc on est dans la côte mal taillée tout le temps. Forcément, et donc chaque jour, vous avez des polémiques nouvelles parce que les élus disent « mais je ne comprends pas, chez nous, en Moselle, les règles ne sont pas assez strictes et ailleurs, pourquoi on ne peut pas ouvrir de manière prudente, avec des protocoles sanitaires stricts, nos musées ou nos restaurants ?» La question de la crise sanitaire, elle pose la question de la crise économique. Vous, Guillaume Pelletier, vous plaidez pour isoler la dette Covid qui, dites-vous, est une dette de guerre afin qu'elle devienne une dette perpétuelle ou une dette à échéance de 100 ans. Vous allez nous en parler, mais on a parlé de votre proposition à Éric Woerth qui était notre invité la semaine dernière. Regardez ce qu'il vous répond. Non mais j'aime beaucoup Guillaume, mais je suis pas d'accord avec lui. Mais on a un débat au sein de LR et au fond la loyauté à sa propre formation politique, c'est pas le silence, c'est pas d'accepter ce qu'on considère comme une fausse route. Donc je ne suis pas d'accord. Oui, il fait fausse route, du tout. Oui, bien sûr, c'est une route trop facile. Alors je suis pas non plus pour faire que les routes difficiles. De temps en temps, c'est quand même bien aussi de faire un peu. Mais pour construire la facilité durable, une vie plus simple durablement, peut-être plus harmonieuse, il faut aussi donner des coups de collier parfois. Et on ne peut pas considérer que cette dette, elle ne sera pas remboursée. On ne peut pas la transformer en dette perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire c'est une dette qui n'a pas d'échéance. Qu'est-ce que vous lui dites à Éric Woerth ? D'abord, moi aussi, j'aime beaucoup Éric. Et sincèrement, c'est-à-dire qu'on a des débats passionnants et passionnés sur le fond. Mais oui, j'y viens. Et ce qui fonde notre unité, c'est que nous sommes le grand parti gaulliste. Et que croire qu'au sein du gaullisme, il y a une opposition entre ce qu'on appelle les libéraux et les sociaux est une illusion. On a besoin d'une vision libérale, et je suis libéral en partie, je suis attaché à la liberté, à beaucoup plus de liberté, mais on a besoin d'une dimension sociale. Et je dis à Éric, il le sait depuis cette émission, qu'il m'a mal compris ou je me suis mal exprimé. Il n'a jamais été question dans mes propos, vous l'avez d'ailleurs dit, de ne pas rembourser ou d'annuler une dette. Toute dette se rembourse. Ce que j'ai dit avec François Baroin d'ailleurs, parce que je ne suis pas le seul, c'est de dire il y a deux dettes. Il y a la dette publique nationale, celle dont ma génération hérite, 2500 milliards d'euros de dettes. Elle était quasiment à zéro l'année de ma naissance, dans la deuxième partie des années 70. Donc on voit bien ce dont on hérite. Celle-ci, il faut la rembourser maintenant, à travers des politiques rigoureuses, des équilibres de comptes publics, une lutte contre les dépenses publiques. Par exemple, je propose la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, 100 milliards d'euros chaque année, le montant du déficit public annuel qui disparaissent des comptes publics parce que la France manque de sévérité et d'autorité. Je propose par exemple la suppression pendant 5 ans de toute aide sociale pour un fraudeur social récidiviste. Je propose par exemple pendant 5 ans la suspension d'un crédit d'impôt pour tout fraudeur fiscal récidiviste. Il faut que la France dise que la lutte contre les fraudes est une grande priorité pour redonner de l'oxygène au budget public. Il nous faut rembourser la dette publique nationale. La dette Covid, c'est autre chose. C'est une dette de guerre qui nous est tombée dessus. Et pour moi, il est hors de question que les classes moyennes, que les Français modestes, que tous nos travailleurs, nos agriculteurs et les générations qui viennent payent tout de suite ce fardeau. Ce que nous proposons, c'est d'isoler cette dette des dettes publiques nationales, de la faire prendre en charge, c'est d'ailleurs le cas en partie par la Banque Centrale Européenne, et de dire, nous n'allons pas la rembourser tout de suite, nous allons bien sûr la rembourser, mais nous allons dans 30, 50, 70 ans la rembourser. Comment ? En imaginant des ressources nouvelles. Non pas des impôts sur les citoyens, non pas des impôts sur les Français et les classes moyennes, mais je donne 3 pistes, à nouveau. C'est d'abord, par exemple, une taxe sur les transactions financières, elle existe, on peut l'augmenter. Une taxe sur le numérique. On a beaucoup parlé des GAFAM, on peut aller encore beaucoup plus loin. Et puis, il y a la question centrale de l'équilibre environnemental et social de l'Europe vis-à-vis du reste du monde. Et je propose cette fameuse, c'était dans le projet des Républicains, taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Donc, Éric, mais je lui redirai, l'idée n'est pas d'annuler
la dette. L'idée n'est pas de dire qu'on peut ne pas rembourser une dette, c'est de dire on l'isole, on la rembourse plus tard et on imagine non pas des impôts nouveaux sur les Français, sur ceux qui produisent, ceux qui travaillent, mais des taxes aux frontières de l'Union européenne au nom du monde auquel nous croyons, c'est-à-dire un monde qui privilégie le commerce certes international, mais une régulation écologique. Il n'y a pas de division au sein de votre parti sur cette question. Il y a des débats en permanence qui permettent, c'est-à-dire on est toujours plus intelligent, moi le premier, à écouter l'expérience et les avis des autres. Et je crois que la force avec Christian Jacob depuis un an, c'est que nous essayons de remettre tout le monde autour de la table et d'aboutir pour l'été prochain à un projet commun. Et je crois qu'on est en train d'y parvenir, un projet très fort sur le régalien, avec de l'autorité sur la sécurité et l'immigration, vous l'avez compris, et un projet d'émancipation, d'égalité des chances, d'ascenseur social sur la partie économique. Sur la question de la dette publique nationale, vous avez utilisé les termes de rigueur, d'équilibre des comptes. Est-ce que ça veut dire que si vous reveniez aux commandes en 2022, vous prôneriez une nouvelle politique d'austérité ? Alors non, justement, c'est là sans doute ma différence avec nos aînés des années précédentes. Moi, le diagnostic que je pose pour bien comprendre ma philosophie est simple. Pour moi, la France, sur le plan économique, se meurt parce qu'elle est trop socialiste à l'intérieur et trop libérale à l'extérieur. Je m'explique, trop socialiste à l'intérieur, c'est-à-dire que nos entrepreneurs, nos travailleurs payent tous les jours des taxes, des charges, subissent de la paperasse, de l'administration, avec un symbole, le code du travail. Il faisait à peine 500 grammes quand je suis né, il fait 2 kilos ou 2,5 kg aujourd'hui, personne n'y comprend rien. Je plaide par exemple avec les Républicains pour un code du travail de 100 pages, en nous appuyant sur les travaux excellents et passionnants de Robert Badinter sur le sujet. Et à l'inverse, je prône une protection beaucoup plus forte à l'extérieur de nos frontières parce que la mondialisation n'est pas heureuse, parce que la naïveté commerciale de l'Union européenne est une erreur. Et regardons ce que font par exemple les pays les plus libéraux du monde, les Britanniques ou les Américains. Ils font cette nouvelle politique, c'est-à-dire beaucoup plus libérale à l'intérieur, on libère les énergies, et beaucoup plus protectrice à l'extérieur. Au fond, moi je crois que le principe de souveraineté est le grand sujet de l'élection présidentielle de 2022. Parce que la souveraineté, c'est tout à la fois la liberté, je retrouve la maîtrise de ma vie, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est la protection, c'est-à-dire que je garde la maîtrise de mon destin. La souveraineté sera, je pense, l'un des grands enjeux de 2022. Mais concrètement, pour les gens qui nous écoutent, le remboursement de la dette, est-ce que vous leur dites qu'il va falloir travailler plus? C'est un discours qu'on entend chez les Républicains. Est-ce qu'il va falloir faire une réforme des retraites? Est-ce qu'il va falloir payer plus d'impôts? Alors, c'est là encore je suis différent. Travailler davantage, oui, la France est l'un des pays où on le travaille le moins, disons-le clairement, on ne travaille pas assez et la France devient trop souvent une société de loisirs plutôt qu'une société de travail. Il ne faut jamais oublier que le loisir est la récompense d'une vie de travail et ce n'est pas l'inverse. Hein, il faut bien l'expliquer à tous ceux qui vivent en France. Pour produire, pour créer de la richesse, il faut travailler. C'est le travail qui permet l'émancipation. On sort des 35 heures. Oui, par la liberté. Permettre par référendum d'entreprise, au sein de chaque entreprise, à chaque entreprise avec ses salariés, de décider d'un temps de travail entre 35 et 40 heures. Mais moi, je ne veux plus d'une politique d'austérité qui s'applique sur les travailleurs, les entrepreneurs et les classes moyennes. Donc je pense que c'est d'abord à l'État de se réformer. Les fraudes fiscales et sociales, il y a 100 milliards d'euros à aller chercher. Une politique nouvelle sur l'immigration. Non, une politique nouvelle sur l'immigration. Je vais vous prendre un exemple. Les étrangers ont accès en moyenne à 125 milliards des 600 milliards d'aides sociales en France. Eh bien, nous proposons de conditionner l'accès à toute aide sociale à un étranger à 5 années de travail et de résidence. Il y a plein d'économies à faire avant d'envisager d'asphyxier les Français. C'est une nouvelle vision de la politique et d'une saine et rigoureuse gestion des deniers publics. Et on pourrait en parler